retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Ali Garbi, président de l'ESCOT, Association française de l'espace et des compétences tunisiennes, Tamer Hamdan, président fondateur d'Afrique-Outil, de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite au dossier du jour. La Tunisie met le cap sur l'Afrique subsaharienne. Consciente des potentialités que représente le continent, les autorités s'activent pour nouer de nouveaux partenariats et acquérir des parts d'un marché en pleine croissance. Le gouvernement entend faire de cette offensive économique et commerciale en Afrique une priorité. Oumou Kalsoumba. Avec des taux de croissance moyens annuels avoisinant les 6%, la plupart des États africains ont connu des croissances économiques soutenues au cours des 15 dernières années. Une tendance positive qui a fait souffler un vent d'optimisme sur les perspectives macroéconomiques du continent. Aujourd'hui, l'économie africaine s'appuie sur la consommation privée et l'investissement. Consciente de toutes les ressources dont dispose le continent, la Tunisie veut mettre les bouchées doubles pour conquérir le marché africain. En ce sens, le pays a présenté des demandes officielles pour adhérer à la CEDEAO, à la CEEAC et au marché commun des États de l'Afrique australe et de l'Est, COMESA. Quelles sont les ambitions de la Tunisie pour l'Afrique subsaharienne? La tâche sera-t-elle facile avec un voisin comme le Maroc, qui est dynamique et déjà très présent dans la même région? Quelle expertise la Tunisie apporte-t-elle à l'Afrique? La Tunisie, pays de l'Afrique du Nord, dispose de facteurs favorables à l'investissement. Outre les filières du tourisme, de l'éducation, du BTP et des services, le secteur agricole constitue la principale activité dans plusieurs régions. La Tunisie dispose d'un potentiel hydraulique important et d'un littoral de 1300 km. Tous ces atouts lui permettent de capter une part non négligeable des marchés africains en pleine expansion. La Tunisie dispose d'une position géographique très avantageuse. La Tunisie est aux portes de l'Afrique. C'est que la Tunisie est un pays ouvert depuis des centaines d'années, qui a l'habitude de travailler dans l'international. Troisième atout, c'est la disponibilité de main-d'œuvre de qualité, de très très bonne qualité. Nous avons des universités. La Tunisie a investi dans l'enseignement et la santé très tôt. La Tunisie est deuxième pays exportateur de produits agricoles bio en Afrique. Il est également deuxième pays exportateur de composants automobiles dans l'industrie. Des atouts aussi bien pour la Tunisie, mais aussi des atouts qui sont mis à la disposition de l'investisseur. Les flux commerciaux entre la Tunisie et le reste de l'Afrique sont très faibles. La Tunisie est comptée parmi les pays africains les moins intégrés au reste du continent. Le volume des exportations tunisiennes vers l'Afrique est estimé à 800 millions de dinars en 2016. Elle se classe au 28e rang sur le continent en matière d'attractivité des investissements étrangers. Avec l'entrée en vigueur en 2017 de l'accord de libre-échange continental, la Tunisie veut aujourd'hui plus que jamais renforcer sa présence auprès de ses pairs en Afrique. Le niveau des échanges de la Tunisie avec l'Afrique subsaharienne est trop bas, trop faible. Il ne dépasse pas les 2% et nos échanges avec l'Union européenne sont aux alentours de 75%. On aimerait bien diversifier nos cibles, nos marchés et diversifier nos partenaires pour que l'Afrique prenne sa place au niveau de l'intérêt que porte la Tunisie aux différents pays de la planète. Le gouvernement a lancé depuis 2016 une campagne de reconquête du marché africain subsaharien. Le Premier ministre Youssef Chahed avait effectué en janvier 2017 une tournée économique au Soudan, au Burkina Faso et au Niger, où il a participé à plusieurs forums économiques et de partenariat. Objectif, multiplier et promouvoir les opportunités d'affaires dans les différents pays africains. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, nous avons eu la visite de plus de 3 ou 4 délégations d'autres pays. La Tunisie, déjà en février, avait une forte délégation d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, il y en a une qui fait plus de 110 hommes d'affaires. Et c'est l'occasion pour nous aussi de nouer des protocoles entre les patronats tunisiens et la Chambre de commerce et la Chambre de Tunisie et les CEPEX qui s'occupent des exportations. Ça aussi, ça nous permet derrière d'encadrer nos hommes d'affaires et de les assister dans les cadres de leurs affaires dans les différents pays. Selon de nombreux experts, la Tunisie est appelée aujourd'hui à relancer le partenariat avec les États africains. Cela passera par la multiplication de missions économiques dans plusieurs pays, ainsi que l'engagement des entreprises tunisiennes à investir en Afrique. Ça va nous apporter un accès à un marché très puissant, mais aussi un marché qui promet.
L'Afrique est un pays qui a besoin de se développer. Les taux de croissance en Afrique vont être les plus grands dans le monde. Un tiers de la population africaine, c'est des jeunes. Et donc aujourd'hui, nous voulons prendre notre place dans l'industrialisation, dans les services au profit de l'Afrique et nous voulons aussi travailler en synergie avec les autres pays africains. La Tunisie compte désormais 10 ambassades en Afrique avec l'ouverture prévue de 2 nouvelles représentations diplomatiques au Kenya et au Burkina Faso. Un moyen pour les autorités tunisiennes d'asseoir une diplomatie économique pérenne sur le continent et promouvoir l'intégration. Au-delà de la Tunisie, on peut parler même du Maghreb. Vous avez l'Algérie qui n'est pas si loin. Aujourd'hui, ce qui est important, les pays africains doivent comprendre que ce partenariat doit se développer, se diversifier. La Tunisie, qui a 1 heure d'encablure de l'Europe, rien que par exemple les vols aujourd'hui, offre une ouverture. Cette ouverture permet conséquemment le brassage et les échanges. Ça facilite les échanges. L'intérêt des entreprises tunisiennes à accroître leur présence en Afrique est aujourd'hui de plus en plus prononcé. Les visites de prospection et de partenariat au sud du Sahara se multiplient depuis plusieurs mois. Cependant, beaucoup d'observateurs dénoncent les principes de management de la Tunisie qui n'intègrent pas souvent le paramètre de la spécificité sociale des pays de l'Afrique subsaharienne, ce qui entraîne parfois des déphasages dans la gestion des compagnies implantées au niveau local. Ali Gharbi, l'actuel gouvernement tunisien a enclenché une véritable offensive économique vers l'Afrique subsaharienne, on peut le dire comme ça? Bonjour. Oui, on peut dire ça, mais cette démarche vient un tout petit peu, on va dire, en retard. C'est-à-dire que l'économie tunisienne aurait dû se rendre compte beaucoup plus tôt de ce potentiel des pays africains et de baser leur stratégie, la stratégie de l'économie tunisienne, sur les relations avec l'Afrique beaucoup plus tôt qu'avec l'Europe ou les autres régions. Si vous voulez, cette politique menée dans le passé était l'influence des anciens gouvernements qui étaient en relation avec, bien sûr, l'Occident et qui ont oublié l'apport stratégique de la stratégie des relations avec l'Afrique subsaharienne. Voilà. Tamer Hamdan, vous êtes d'accord, c'est une offensive qui arrive un peu en retard? Tout à fait, c'est une offensive qui arrive en retard. D'ailleurs, j'aime pas trop le terme offensif parce que ça vient comme on dirait une conquête, alors qu'il faut aborder l'Afrique avec une vraie démarche de collaboration. Et donc, c'est un vrai échange et pas une conquête en tant que telle. Effectivement, cette démarche, elle arrive en retard, mais pour moi, l'approche du gouvernement, elle est plutôt d'accompagner les entreprises privées qui ont déjà amorcé cette ouverture vers l'Afrique depuis déjà quelques années. En fait, elle vient en réponse à une vraie demande de la part des entreprises tunisiennes. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la conjoncture économique en Tunisie, elle est difficile et les entreprises tunisiennes n'ont d'autres solutions que de s'ouvrir vers d'autres marchés où il y a de la croissance. L'Europe, elle est en berne, donc l'Afrique subsaharienne est un vrai marché puisque effectivement c'est en tout cas une partie du continent qui connaît une croissance très importante et les besoins en termes d'infrastructures, en termes d'éducation, d'industrie et services sont très très importants. Et là, la Tunisie, elle a des cartes à jouer. Alors Ali Gharbi, les relations tuniso-africaines, elles ne datent pas d'hier, mais l'intérêt, on va dire, de la Tunisie pour l'Afrique subsaharienne, on va dire, c'est progressivement dissipé sous le régime de l'ancien président Ben Ali. Quel est l'état aujourd'hui des relations tuniso-africaines? L'état, il est en continue amélioration, une amélioration continue. C'est-à-dire que les Tunisiens, comme disait mon collègue, se sont rendus compte d'eux-mêmes de la nécessité de profiter de ce marché, de cette relation qui a des racines sur tous les plans, que ce soit historique ou autre. Et donc aujourd'hui, ils savent qu'ils sont capables d'apporter, de profiter de ce marché et donc de développer, de reprendre l'historique qui était perdu sur une décade de 20 ans et ensuite donc de développer un peu plus l'économie tunisienne à travers une synergie. Et là, on doit parler de synergie. Ce n'est pas une attaque, je suis d'accord. C'est plutôt un gagnant-gagnant, un rapport de gagnant-gagnant entre la Tunisie qui a un certain nombre d'atouts et ces pays africains qui, eux, ne seront que gagnants
à travers la stratégie qu'ils auront avec la Tunisie. Tamer Hamdan, d'ailleurs, le Premier ministre Youssef Chahed a été en tournée dans plusieurs pays africains. Cette tournée, c'est un signe important pour relancer justement cette coopération avec les pays d'Afrique subsaharienne? Tout à fait, c'est un signal important parce qu'il est en train de dire tout simplement qu'on va faciliter la circulation des hommes, des biens et des services. Ouais. Le seul problème, c'est qu'on ne parle pas de comment on va financer tout cela. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, les entreprises tunisiennes vont avoir des avantages compétitifs à se positionner sur le marché de l'Afrique subsaharienne. Il y a des compétences et des expertises reconnues sur le secteur du médical, des services, de l'ingénierie, de l'agroalimentaire. En tout cas, ça répond à des vrais besoins locaux. On a déjà quelques entreprises qui sont déjà positionnées sur ces marchés-là, comme WeView dans les services informatiques, le groupe Poulina, Africa Invest dans les services financiers et bien d'autres. Néanmoins, les entreprises tunisiennes aujourd'hui partent avec 3 handicaps, à mon sens. Le premier, c'est que la Tunisie manque de représentation diplomatique dans la majorité des pays africains. On a parlé de 8 ambassades, bientôt 10. C'est insuffisant. Il manque de liaisons directes vers les capitales africaines. Donc à peu près aujourd'hui, Tunisair, c'est à peu près entre, je pense, 7 ou 8 pays africains. C'est insuffisant quand on compare, par exemple, par rapport à la Royal Air Maroc, où il y a plus de 30 destinations. Donc si des dirigeants d'entreprises tunisiennes souhaitent aller vers l'Afrique subsaharienne, assez souvent, ils doivent faire soit escale à Casablanca, soit escale en Europe, ce qui est aberrant en soi. Et enfin, comment voulez-vous qu'une entreprise tunisienne s'implante en Afrique si elle n'est pas accompagnée par une banque dans cela? Et aujourd'hui, il y a une quasi-absence des banques tunisiennes qui soient présentes en Afrique. Contrairement au Maroc, aujourd'hui, on connaît des groupes bancaires comme Attijari Wafa Bank ou BCE Bank qui sont déjà présentes en Afrique, ce qui va aider forcément les entreprises marocaines à être positionnées, en tout cas se positionner fortement en Afrique. Alors justement, Jean-Marie, la Tunisie est comptée parmi les pays africains les moins intégrés au reste du continent. Comment l'expliquer? Je sais pas, il y a notre invité tout à l'heure qui a parlé des 2 décennies qui sont passées. Parce que moi, il me souvient, si vous voulez, la Tunisie de Bourguiba. Bourguiba, c'était un des leaders africains qui voulait vraiment ancrer, si vous voulez, la Tunisie en Afrique. Et entre-temps, vous avez l'UMA qui s'est créé, l'Union du Maghreb arabe, qui était un peu, comment dirais-je, qui avait à sa tête, c'est-à-dire c'est Kadhafi qui poussait vers ça, c'est-à-dire que l'Afrique du Nord, c'est-à-dire soit une plateforme très très forte maintenant pour pouvoir influencer l'Afrique, si vous voulez, subsaharienne en tant que telle. Donc, on est passé par là, on a négligé, si vous voulez, la démarche de Bourguiba. La Tunisie s'est lancée un peu, si vous voulez, et c'est beaucoup plus tourné vers l'Occident, tout simplement. Pourquoi? Parce que les dirigeants qui sont arrivés après le président Bourguiba, c'est-à-dire ont vu les capacités, les potentialités. Parce qu'à ce moment, il me souvient que quand j'étais à Paris, ici là, à la Sorbonne, la Tunisie et le Maroc étaient des plateformes, si vous voulez, du textile. Donc, la Tunisie s'est arrêtée uniquement là, alors que la Tunisie a une expertise réelle dans des domaines divers. Dans des domaines divers, je veux vous parler de la finance, je veux vous parler de la banque, je veux vous parler de l'immobilier, je veux vous parler du tourisme. Tourisme qui me tient à cœur tout simplement. Pourquoi? Parce que sur ce plateau, nous disons toujours que l'Afrique a des avantages naturels compétitifs qu'elle doit convertir, qu'elle doit convertir en avantages compétitifs. Donc, la Tunisie, c'est-à-dire peut servir tout comme le Maroc, c'est-à-dire à aider les États africains à développer leur tourisme. Donc, quand j'ai cité le Maroc, j'ai cité la Tunisie, je citerai un pays comme le Kenya, je citerai l'Afrique du Sud. Parce que c'est une mine d'or que nous avons, c'est-à-dire tous les États africains en termes de tourisme. J'ai dit toujours sur ce plateau, les gens ont l'impression que quand vous faites la comptabilisation du PIB français, ce sont les Airbus, ce sont, comment dirais-je, les centrales nucléaires qui rapportent de l'argent. Non. Alors que depuis des décennies, on le sait en France, tant bien que mal, c'est-à-dire le tourisme rapporte à la France chaque année entre 80 et 100 milliards d'euros, si vous voulez, en chiffre d'affaires. Donc, je trouve que la Tunisie est bien implantée là-dessus. J'ai cité l'immobilier tout à l'heure. La Tunisie est présente dans certains pays. Mais la démarche officielle qui arrive, avec l'État derrière, qui vient soutenir les entreprises privées,
de la Tunisie en tant que telle, dans le domaine universitaire, dans le domaine, comment dirais-je, agricole. La Tunisie est très très bien placée là-dessus. Il s'agit maintenant, si vous voulez, de mettre en place ce que j'appelle une diplomatie économique qui puisse soutenir les entreprises tunisiennes à faire la coopération sud-sud. Alors justement, Ali Garbi, quelles sont d'après vous les principales opportunités que peut offrir la Tunisie aux autres pays d'Afrique? Beaucoup d'opportunités. Je pense, je prends le premier exemple, c'est l'expertise et la bonne qualité du système de santé tunisien. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a un certain nombre important d'experts, de spécialistes de différents domaines. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent aujourd'hui se soigner en Tunisie parce qu'ils se sont rendus compte que la qualité du soin en Tunisie elle est équivalente, dans certains domaines, à ce qui se pratique en Europe. Donc le secteur de la santé est un secteur primordial qui peut apporter beaucoup d'aide et qui peut développer des stratégies. Il y a le secteur de l'industrie et l'intelligence, on va dire, d'innovation. Je pense au développement durable. Aujourd'hui, la Tunisie, elle a beaucoup d'ingénieurs qui sont capables de penser à l'après-COP 21 et qui sont capables de développer des solutions. La seule chose, c'est que la Tunisie est un petit pays. Ils ne peuvent pas développer ces solutions que pour la Tunisie. Donc ces solutions, si elles sont à développer, doivent être développées en partenariat avec des pays comme les voisins africains. Le troisième plan sur lequel donc, je pense que la Tunisie a un fort atout, c'est les compétences, l'expertise de certains ingénieurs et des cadres qui sont expérimentés en Europe, qui créent aujourd'hui leurs start-up. Il ne faut pas oublier qu'il y a des dizaines de start-up qui sont créées chaque mois en Tunisie. Et comme l'a dit mon collègue, le départ de l'action du gouvernement vient pour répondre à ce besoin que les sociétés tunisiennes ont remonté pour retrouver la solution à la difficulté de l'économie tunisienne. Donc tout ça, ce sont des pistes qui peuvent apporter beaucoup de choses à la Tunisie. Alors, Tamer Hamdan, vous le disiez tout à l'heure, un pays comme le Maroc est déjà très présent en Afrique subsaharienne. Comment la Tunisie peut-elle concurrencer cette présence ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de concurrencer le Maroc? Je veux dire, le marché est tellement énorme qu'il y a, je pense, qu'il y a de la place pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Afrique du Sud, pour le Kenya. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait une vraie concurrence, mais je pense aujourd'hui, le Maroc a des atouts, la Tunisie a des atouts, et je pense qu'on peut conjuguer tous ces atouts avec un marché ouvert africain pour vraiment profiter à tout le monde. Et c'est ça, je pense, la clé de la réussite. Donc, je pense qu'il faudra peut-être sortir effectivement alors, peut-être, quels sont les freins alors qui peuvent empêcher cette progression tunisienne en Afrique subsaharienne? Alors, encore une fois, les freins viendront de la structure éventuellement de la Tunisie elle-même. Comme j'ai dit, par exemple, il y a un vrai problème sur le financement de ces entreprises qui vont vers les marchés africains. Aujourd'hui, à peu près, il y a 600 entreprises qui exportent vers l'Afrique subsaharienne en Tunisie, 10% des entreprises exportatrices. Néanmoins, il n'y a qu'à peu près une dizaine qui sont réellement implantées en Afrique. Mais parce qu'une entreprise, lorsqu'elle va au-delà de son périmètre national, elle a besoin de services financiers qui vont l'accompagner localement pour couverture de risques de change, garantie d'export et autres. Et cela, aujourd'hui, va être un vrai frein pour les entreprises tunisiennes. Je veux juste réagir par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. La tradition de la Tunisie envers l'Afrique subsaharienne, elle est ancienne. En 1972, la Tunisie a créé l'Agence tunisienne de la coopération technique. Et à ce moment-là, les fonctionnaires tunisiens partaient dans des échanges avec la coopération pour former des fonctionnaires africains. Malheureusement, par la suite, les années 80-2000, effectivement, la Tunisie s'est orientée plutôt vers l'Europe, négligeant l'Afrique, mais on est ravis aujourd'hui que cela, en tout cas, on revienne vers l'Afrique. Vers la maison. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. La CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation, a rencontré l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du processus de réconciliation, mais qui a été mal perçue par une partie de la population. Et le sud libyen, carrefour de tous les trafics, est longtemps marginalisé, le théâtre d'affrontements. Des affrontements qui opposent des forces de l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Haftar à des groupes alliés au gouvernement d'union nationale. Les combats ont lieu autour de la base aérienne de Tamenhend, la plus importante de la région. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant la troisième partie de l'Africa Newsroom.